Hello, nous c'est Léa et Pauline, passionnées de tech. Vous écoutez Erreur 404, le podcast où l'on échange, on discute et on vulgarise la tech qui fait du bien. Parfois high-tech, parfois low-tech, mais toujours avec curiosité. Dans les transports, en cuisinant, en faisant du sport ou juste pour faire passer le temps. Laissez-vous embarquer dans nos discussions avec des invités passionnés. Mais attention, une fois lancé, vous risquez d'avoir envie de continuer. Comme disait Alain, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. Vous écoutez un nouvel épisode d'Erreur 404. Bonne écoute! En octobre 2024, ils étaient près de 70 000 à se lancer dans l'aventure du doctorat. Et pourtant, entre 25 et 64 ans, la part de la population française à avoir décroché le grade de docteur n'est que de 1%. Pourquoi la thèse n'attire-t-elle pas ? Le rapport Pommier-Lazarus, rendu public en novembre 2024, dressant un état des lieux de la situation du doctorat dans le monde de la formation et le monde professionnel d'aujourd'hui, accuse un imaginaire collectif défavorable. Avec Erreur 404 et justement à travers cet épisode, on s'est donné la mission de saisir des idées reçues sur la thèse afin d'assembler des briques de vérité. La thèse, c'est quoi ? C'est un travail à la recherche qui s'oriente sur une question, voire plusieurs, qu'on se donne l'objectif d'explorer. Elle peut durer 3 ans, parfois 4, sont soit purement académiques, c'est-à-dire à financement public, CIFRE, c'est-à-dire en collaboration avec une entreprise, ou s'inscrivent dans un projet européen ou international. Il existe des thèses dans tous les domaines, humanité, sciences sociales, sciences exactes. Erreur 404, le podcast qui vulgarise la tech, oblige, nous nous concentrons sur les thèses de tech. Je m'appelle Léa, je suis cofondatrice du podcast Erreur 404 et on se retrouve avec Pauline. Bonjour à tous. Et 2 doctorants de première année, Arnaud et Antoine, qui ont accepté de se faire suivre à travers l'enregistrement de podcasts au long de leurs 3 années de doctorat pour vous emmener un peu avec eux. Bienvenue Antoine et Arnaud et merci infiniment d'être là. Merci à vous. Merci. Donc merci beaucoup à vous deux de vous prêter au jeu du podcast, qui est quelque chose qui n'est pas forcément très facile. Pour commencer, une question très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour à tous et merci à vous deux de nous accueillir déjà. Donc moi c'est Arnaud. J'ai fait une école d'ingénieur chimie ParisTech en sciences des matériaux et j'ai bien aimé ça. Et donc après là j'ai commencé ma thèse toujours en sciences des matériaux à l'école polytechnique en collaboration avec une entreprise. Et donc je travaille en ce moment sur la synthèse de matière par laser. Bonjour, moi c'est Antoine, merci beaucoup aussi pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Du coup, j'ai fait exactement la même école qu'Arnaud, donc Chimie Paris. Moi plus spécialisé en physico-chimie et cosmétique. Et je me suis dirigé du coup vers une thèse plus en hydrométallurgie, donc rien à voir avec mon domaine de spécialisation. Donc en hydrométallurgie sur l'extraction du nickel par phytoextraction. Donc aussi en collaboration avec une entreprise, avec une start-up. Trop cool, merci beaucoup. Dans ce podcast, on a toujours l'habitude dans l'introduction du coup d'avoir 2 petites questions pour justement vous introduire. Donc les 2 petites questions sont les suivantes. Qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui dans la tech ou dans les sciences ? Et plutôt à long terme, quelle innovation vous voulez voir qui puisse se concrétiser ou au contraire ne jamais arriver autour de nous ? Qu'est-ce qui me passionne dans la tech ? Moi je dirais que c'est un peu le côté science en général, c'est comment est-ce qu'une découverte qui se fait dans un labo ou un peu au hasard, par exemple on peut penser à la pénicilline ou même à d'autres choses, comment c'est une découverte et des gens arrivent à réfléchir autour de la découverte et à la transformer et à l'upscaler pour que ça serve à des centaines de milliers, de millions de gens pour développer des technos à partir de ça, variés, et je trouve ça assez fantastique. Donc c'est vraiment l'aspect scientifique que j'aime bien dans la tech. Bon, après, on me dirait c'est le forcément processus de découverte. Exactement. Et comme inno que j'aimerais bien voir ou ne pas voir se réaliser, j'en ai pas vraiment, mais je dirais qu'il y a deux choses qui m'intéressent vraiment et dont je suis curieux de voir l'évolution. Il y en a une, c'est comment est-ce que l'intelligence artificielle va influencer le monde de la recherche et de la science. Autant en tant qu'outil de tous les jours pour écrire des articles, pour faire notre recherche, que comme méthode de découverte de nouvelles choses. Donc ça m'intéresse vraiment de voir la part que ça va prendre et comment est-ce que les gens vont s'adapter ou non à cette évolution. Et la deuxième, c'est un peu un deuxième truc à la mode avec l'environnement, mais c'est plutôt tout ce qui est quantique. Ça fait 10 ans que c'est à la mode et qu'il y a énormément de financement et de recherches qui sont faites au niveau physique quantique, qu'on nous promet des choses folles avec des ordinateurs quantiques et pour l'instant on n'en voit pas vraiment la concrétisation, quoi. Donc ça m'intéresse vraiment de voir si ça va être une sorte de pétard mouillé dans les 10 prochaines années ou si ça va vraiment prendre une ampleur absolument démentielle. Moi, ce qui me plaît le plus dans la tech, ce que j'aimerais bien voir dans la tech, comme pour moi ça rejoint vraiment ce qu'avait dit Arnaud, c'est l'IA aussi.
Et surtout le deep learning, dans le cadre de ma thèse, je sais que ça me prend une énorme partie vraiment beaucoup de temps pour, par exemple, screener des molécules qui pourraient être intéressantes ou quoi. Et dans plein d'articles, maintenant, je vois de plus en plus de deep learning et d'IA pour remédier à ça. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça devient. Mais en tout cas, vous êtes passionné par de nombreux domaines. Tu as parlé de screening, par exemple, de molécules. Donc, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, un screening de molécules, c'est comme un screening de CV en soi. C'est qu'on choisit, on sélectionne selon les propriétés. Arnaud a parlé de matériaux. Mais la question aussi qui est super importante en sciences, c'est est-ce que vous êtes capable de transmettre votre passion pour la tech ? Et notamment, il y a un défi qui existe parmi les doctorants français qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Et on s'est dit que c'était un peu trop facile pour vous. Donc, on va vous demander de pitcher votre sujet en 60 secondes parce que finalement, pourquoi pas. Mais c'est aussi essentiel de savoir vulgariser pour que le public comprenne pourquoi il y a des financements qui sont liés à des sujets de recherche qui parfois paraissent un peu abstraits. Tu veux commencer le pitch ? Ouais, allez, je commence. Je voulais faire ma thèse en 180 secondes en plus. Oh, Mais je le ferai peut-être l'année prochaine. ça t'entraîne comme ça. C'est ça. Ouais. Pour ma thèse, donc mon but c'est d'extraire le nickel à partir de phytoextraction. Donc dans les prochaines années, on va devoir diversifier nos approvisionnements en nickel. Et donc il y a une nouvelle méthode, enfin c'est pas nouveau, mais depuis quelques années déjà, on passe par les plantes pour extraire le nickel. Donc les plantes hyperaccumulent, certains types de plantes hyperaccumulent du nickel, soit que ce soit dans leurs feuilles ou dans leurs tiges. Et donc moi mon but c'est, à partir de ces plantes, d'établir un procédé d'extraction liquide-liquide pour extraire le nickel de ces plantes, tout simplement. Et donc c'est pas si simple que ça, puisque justement j'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut faire tout un screening de molécules actives, de molécules extractantes pour savoir lesquelles sont plus intéressantes pour sélectivement sélectionner le nickel parmi un tas d'autres éléments. Voilà. En moins de 50 secondes. Waouh. Moins 50 secondes, c'est pas mal. Prêt pour ma thèse en 180 secondes. Je vais faire 49. Ok. La battle. Du coup, moi, mon sujet de thèse, je travaille sur le développement d'une méthode pour trouver des nouveaux matériaux. Donc la plupart des matériaux, beaucoup, se font en four, parce qu'on a besoin de chauffer et de faire cristalliser des composés. Sauf que ça prend souvent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et donc moi, j'utilise une méthode de chauffage par laser, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre mes poudres au four, je vais les mettre sous la lumière avec un laser. Et donc ça va me permettre de chauffer très vite et de refroidir très vite, et donc d'accéder à certains états de la matière qui sont relativement rares ou difficiles à synthétiser. Et donc grâce à ça, je vais pouvoir explorer rapidement beaucoup de compositions et de différentes conditions de synthèse. Et le but, c'est d'essayer de porter cette méthode pour découvrir des nouveaux matériaux. Et comme l'espace de recherche est très grand, j'utilise des algorithmes d'IA pour m'aider à voir les tendances qui peuvent se dégager de certains matériaux. 48 secondes. Pas mal. Alors justement, vous nous avez un petit peu pitché vos deux sujets et donc l'un après l'autre. Justement, comment vous avez trouvé ces sujets de thèse ? Parce que voilà, c'est pas forcément, tout le monde se pose pas forcément les mêmes questions. Et pourquoi l'avoir choisi et quels ont été du coup vos critères dans vos recherches ? Pour la recherche du sujet, donc je sais que j'avais regardé déjà sur des sites. Je me souviens plus exactement le nom de l'association, mais c'est toi qui m'avais conseillé. Bernard Grégory. Ouais, exactement. J'avais regardé sur ce site-là. Et après, principalement aussi par les offres que nous envoyaient les professeurs de notre ancienne école d'ingénieurs aussi. Je sais qu'ils transmettent quand même pas mal d'offres. Et moi, j'avais trouvé ma thèse notamment grâce à ça, par une professeure qui avait diffusé une offre de thèse. Ok. Et donc, pourquoi j'ai choisi celle-là ? J'avais plusieurs critères, notamment la localisation. Je sais que je voulais rester un peu dans la région parisienne. Et ce qui m'importait aussi beaucoup, fallait que ça soit dans un des domaines que j'aimais bien, donc soit de la physico-chimie, soit des procédés. Et qu'il y ait une partie aussi sustainability, ce qui est écologique, quoi. Et donc là, j'ai procédé. Il y a un peu de physico-chimie, un tout petit peu. Ça touche à vraiment énormément de domaines, donc c'est ça aussi qui m'a plu. Parce que je passe du labo au scale-up du procédé, donc vraiment plein de domaines en même temps. Et moi, comment j'ai trouvé ma thèse ? Alors, j'ai cherché des labos sur Paris qui faisaient donc de la matière condensée, parce que c'est ce que je voulais faire, donc de la matière solide. Et j'ai un peu écumé les offres et les profils de chercheurs qui travaillaient sur ce sujet. Et donc, je suis tombé sur le profil de mon tuteur actuel, à qui j'ai envoyé un mail. Et donc, je suis allé discuter avec eux au labo pour voir un peu leur thématique de recherche, comment ça se déroulait, etc. Et j'ai pu échanger avec eux et j'ai vu qu'ils étaient vraiment porteurs. Et moi, j'avoue, j'ai la chance d'arriver sur un
un projet qui est nouveau. J'ai un jeune tuteur qui vient d'être embauché, donc il développe sa thématique dans son labo. Donc y a pas, ce qu'il fait, ça existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc c'est assez unique, mais en même temps, il n'y a rien derrière. Donc c'est moi qui suis en train de construire les bases du projet, et donc c'est hyper gratifiant, mais c'est aussi un peu difficile parfois parce qu'on n'a rien sur quoi s'appuyer, quoi. Trop bien, merci beaucoup. Juste, je rebondis sur le fait que vous avez tous les deux dit je suis tombée sur ce sujet ou alors j'ai appris ce sujet. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas forcément cherché de thèse dans leur vie, c'est qu'il n'y a pas de plateforme où il y a toutes les offres. Enfin, il y a l'association Bernard Grégory qui référencie beaucoup, mais je ne sais pas s'il référencie tout, je ne suis pas sûre. Non, je suis pas sûr. Non, en fait, la plupart des offres, elles restent un peu cachées au niveau des chercheurs parce que soit la communication du laboratoire n'est pas forcément bonne, soit c'est des gens qui n'ont pas forcément le temps de mettre des offres, soit qu'ils ont un candidat déjà en interne mais que ça ne l'a pas fait pour X ou Y raison. Donc c'est assez difficile d'avoir une vision assez globale de toutes les offres qui existent. Donc je pense que le mieux c'est toujours de contacter les chercheurs. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que le mieux c'est s'il y a un labo, parce que je pense qu'on réfléchit plus comme ça par labo ou moins par thématique de thèse. Qui plaît vraiment, je pense que le mieux c'est de contacter directement les chercheurs parce que parfois ils ont peut-être des sujets derrière qui sont pas encore sortis. Qui sont pas encore sortis. Bon, après il y a peut-être pas forcément de financement derrière, mais après ça c'est après il y a plein de types de financement, donc je sais pas si on en parlera après. On peut en parler maintenant. Ok. Donc il y a plein de financements différents. Donc je crois Arnaud, toi t'es CIFRE. Ouais, exactement. Je suis étudiant. Mais je suis aussi salarié d'une entreprise, c'est-à-dire que j'ai un CDD de 3 ans et tout ce que je fais en tant que travail, c'est la propriété intellectuelle de l'entreprise. Donc c'est un peu spécial, mais c'est eux qui déboursent tous les fonds avec des aides de l'État aussi, donc ça pour encourager à développer les partenariats industrie et public. Mais je suis je suis salarié d'une entreprise, mais aussi étudiant, donc c'est un peu spécial. Et pour ma part, moi c'est un financement du coup par la Banque publique d'investissement, parce que du coup je suis en collaboration avec une start-up. Et donc c'est un autre type de financement. C'est pas, je suis passé par l'école doctorale, mais c'était juste pour valider le fait que je puisse commencer ma thèse. Mais du coup, c'est financé par la BPI. Donc je sais pas. Enfin, il y a vraiment deux types de financement. Pour moi, il y a plus CIFRE et les autres ou dans lequel il y a BPI. Bref, financement par des écoles doctorales. Oui. Et il y a ANR, c'est un autre type de financement aussi. Il y a ANR aussi. Ouais. Mais après, je connais pas les autres. trop les autres. Après, ça peut dépendre aussi de financement que des chercheurs ont par mécénat aussi, il me semble, ou ERC. Les ERC, c'est l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche. Donc en gros, ils font des appels à projets chaque année au niveau national, et les chercheurs qui veulent avoir des financements soumettent un projet. Et donc après plusieurs tours de sélection, ils ont X centaines de milliers d'euros pour avoir un doctorant ou autre. Parce que pour une info intéressante, je sais pas si vous l'avez, mais un doctorant, ça coûte à un laboratoire 150 000 euros. Oui. Tout compris, salaire, manip nourriture et autres. Donc, nourriture. On n'a pas tous les mêmes labos. Donc ils peuvent faire des appels à projets au niveau de la France pour avoir des ANR ou au niveau de l'Europe. Donc c'est des projets à plus grande ampleur pour avoir ce qui s'appelle des ERC, European Research Council Grant, pour avoir encore plus de sous et faire des plus gros projets. Et pour rebondir sur ce qu'Arnaud a dit juste avant, pour la propriété intellectuelle, je sais que moi aussi, ça appartient au labo, mais la start-up a le droit de racheter cette propriété intellectuelle. Et l'avantage pour eux, c'est que c'est à bas prix, vu que c'est un labo. Vu que c'est un labo public, ils peuvent racheter ça pas très très cher. Je trouve que c'est hyper important de parler déjà de la transparence du financement, parce que c'est pas forcément évident de chercher une thèse, mais je trouve aussi que les titres de thèse, ils sont souvent assez opaques. On a repris avec Pauline une idée d'Antoine. Et Arnaud. Surtout Antoine. Surtout Antoine, le crédit. On t'a pas racheté la propriété intellectuelle du jeu. Non, ça. Donc Antoine a proposé un jeu. Donc Pauline va jouer contre nos deux thésards. C'est pas du tout mon domaine, qu'on soit d'accord. J'ai pris de tout. Donc je vais donner un titre de sujet de thèse et vous devez chacun deviner si c'est du pipeau ou si c'est un doctorat. Et merci infiniment à thèse.fr pour la réalisation et le sourcing de ce jeu. Alors c'est parti. Premier titre de thèse ou de pipeau. La reconnaissance coloniale du couvain et du champignon chez la fourmi champignoniste. On peut avoir une date d'éventuelle soutenance ? Non.
Pour certains. Moi, je dirais c'est trop précis, je pense que c'est une thèse. C'est trop précis, mais à la fois, il y a 2 fois champignon en 3 mots. C'est vrai. Alors, C'est vrai. mais des fois, t'as pas le choix parce que c'est vraiment ça, quoi. Allez, je dirais vrai pour la première. Je pense qu'elle nous a pas trompé sur la Ouais, première. pareil. Moi, je dirais pipeau. Pipeau. Eh bien, c'était vrai. Ah. Les fourmis, elles font l'objet de nombreuses thèses. Et après, j'ai plein d'anecdotes, mais peut-être qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur la fourmi champignoniste. Si ce thésard entend ce podcast, n'hésite pas à nous contacter pour venir sur Erreur 404. C'est parti pour le deuxième sujet. Dynamique des bassins d'avant-pays et collision dans les Alpes de l'Ouest, sources, routage et bilan sédimentaire. Tu peux pas inventer ça. Et à la fois, le début, moi, j'ai vraiment rien compris. Tu peux répéter le titre? Dynamique des bassins d'avant-pays et collision dans les Alpes de l'Ouest, sources, routage et bilan sédimentaire. Je pense qu'elle a juste assemblé des mots qui ne vont pas pense du que- tout ensemble. La blague, c'est que tous les sujets sont vrais, je pense. Non, moi je pense que c'est faux là. Ok, moi, je dis que c'est vrai. Moi, je dis que c'est vrai aussi. C'est vrai. Vive les sujets de géologie. Ça, je te l'avais dit. Sédimentaire, ça s'invente pas. Ouais, c'est vrai. L'impact des réseaux sociaux sur la communication des dauphins en Océanie, une étude comparative et analytique. De toute évidence, j'ai envie de dire non. Ouais. Moi aussi, il faut. J'aurais dit faux aussi. C'est faux. Ce sujet n'a en tout cas pas été financé. Spectroscopie tunnel à très basse température de graphène sur rhénium supraconducteur. C'est vrai. Pourquoi faire? Il y a un pas mec de- dans mon labo qui fait des trucs comme ça. C'est vrai. Je suis quasi sûr. Mais Je Antoine suis Arnaud. Ouais, je suis les deux aussi. Eh oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs une thèse qui a été vulgarisée dans ma thèse en 180 secondes, qui l'a résumée en des couples d'électrons schizophrènes, pour la petite anecdote. Sonder les interactions moléculaires entre polymères et surface par mesure de frottement sur hydrogel. Ça, c'est vrai. bah, c'est vrai. Je crois que je connais la personne. Je crois qui que je fait connais cette aussi le titre de cette thèse. C'est la mienne. L'influence de la musique classique sur la croissance des plantes carnivores en milieu urbain. Ah, j'ai envie d'y croire. Ouais, moi aussi, je crois que. Moi, j'aurais dit faux. Eh bien, moi j'avais envie d'y croire, mais c'est faux. Mince. Investissez ce sujet de recherche. Il en reste 2. Dynamique de transmission de la peste porcine africaine dans les populations de sangliers sauvages en Corée du Sud. En vrai, intéressant. Je dis vrai. Je dis faux. J'aurais dit vrai. C'est vrai, mais j'aurais dit faux aussi quand je l'ai vu parce que je me suis dit, mais comment ça? C'est- Afrique, Corée du Sud. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit que c'était un piège. Et ensuite, la dernière, un peu dans les sujets dont on a parlé tout à l'heure. Interaction décisionnelle homme-robot, la planification de tâches au service de la sociabilité du robot. Faux. Moi, je dis vrai. J'ai envie de dire faux aussi. Eh bien, c'est vrai. Ah. Donc, c'était tous des thèses sujet tech, parce que certaines peuvent paraître un peu philosophiques, mais c'était tous des sujets abordés type physique. Donc, la plus vieille remonte à 1996. Et puis Ah oui. ensuite, il y en a qui sont encore en cours, donc bon courage à ces thésards sur ces titres. J'espère que le cochon, c'est encore en cours. Incroyable, j'espère que le cochon c'est encore en cours, on ira vérifier. Bah trop bien. Et d'ailleurs, petit challenge pour terminer, est-ce que vous êtes capable de citer votre titre de thèse sans bégayer? Extraction et purification de nickel 2 issu de phytoextraction. Waouh, ils ont choisi la simplicité. Ouais, c'est très simple. Mais c'est trop bien. Mais peut-être que ça sera amené à changer. Parce que Mm. c'est amené à changer des. Bon, Ouais. vas-y, fais- Non, mais ça change tout le temps. Ouais, ça change tout le temps. Moi, ça a changé 2-3 fois depuis que j'ai commencé. C'est vrai déjà. Ouais. Je sais pas s'il y a un titre qui est vraiment fixé. Il y en a un pour l'administration, mais oui. entre deux. Voilà, il y a l'officiel. Et Exactement. l'officieux. Alors moi, si je dis pas de bêtises, découverte de nouveaux matériaux accélérés, utilisation d'une méthode de couplage de synthèse laser et d'algorithmes d'intelligence artificielle. Stylé. Beaucoup Sympa. plus long. Beaucoup trop long. hein. Beaucoup trop long. Bah justement, donc, par rapport au petit jeu qu'on a pu faire, et j'ai pas été très mauvaise, hein, à noter. Ouais. Oui. Bravo. Du coup, on a pu voir justement que, une des idées reçues, c'est qu'on comprend pas forcément du coup les sujets selon les titres. Cependant, du coup, le but du podcast, c'est aussi de déconstruire cet imaginaire collectif défavorable, du coup, abordé par le rapport que Léa a cité en introduction, donc Pommier Lazarus. Donc, on a collecté justement par rapport à nos réseaux sociaux les idées reçues de nos auditeurs, qu'on va pouvoir du coup vous montrer là, vous expliquer. Et donc, on va vous donner une affirmation. Et du coup, selon vous, il faudra dire vrai ou faux, selon ce que vous pensez. Et on profitera justement pour approfondir des questions juste après. Est-ce que vous êtes prêts? Carrément. On fait une thèse pour intégrer la recherche académique. Faux. On est toujours mal payé en thèse. Faux. En thèse, on ne fout rien à part réfléchir entre guillemets. Faux. Vous cherchez, mais vous ne trouvez rien. Faux. Parfois vrai. Quand on fait une thèse, on est coincé dans son laboratoire. Faux. Vrai pour ma part. Et enfin, la thèse, c'est un truc de privilégié ou de surdoué. Faux.
privilégié, ça peut s'entendre, je pense, mais surdoué, non. Mais pas Faux. surdoué, je suis Faux. d'accord. Donc voilà, c'était un petit vrai-faux express. Est-ce que vous voulez réagir sur quelques affirmations avant de revenir plus en détail sur les questions qui ont aussi été posées par les auditeurs? Pour le enfermé au labo, moi, je voudrais réagir. Ça, je pense que ça dépend vraiment des thèses. Typiquement, moi, je sais sur quoi je m'étais engagé et je sais qu'il y avait beaucoup de travail au labo. Et c'est ça aussi qui m'a plu. Donc après, ça, c'est vraiment thèse dépendant, quoi. Et puis, il y a différents types de... Enfin, en sciences, en tout cas, il y a différents types de thèses. Il y a quand même 2 grands types. Il y a les thèses expérimentales et les thèses théoriques. Donc, expérimentales, on est quand même souvent amené à beaucoup être sur place parce que notre but, c'est de développer une manip ou de développer quelque chose de concret. Donc là, forcément, il faut qu'on passe du temps et beaucoup de temps au labo. Mais les thèses... alors, les thèses théoriques, c'est beaucoup de temps à réfléchir et à bosser sur plus des concepts ou alors de la simulation, des choses comme ça. Donc là, on est peut-être plus libre. On n'est pas enfermé physiquement, même si... Il y a aussi le côté, j'imagine, collaboratif que vous voulez dire. Oui. Mais il y a je pense qu'il y a beaucoup de thésards qui travaillent avec d'autres universités dans le monde, qui travaillent avec des entreprises, Avec qui des vont présenter entreprises toujours aussi. leurs résultats dans des colloques ou quoi. Donc ça peut dépendre des sujets, comme tu l'as dit, Antoine. Mais je suis d'accord avec toi, le rôle de présentation du chercheur, je trouve qu'il est un peu oublié parfois par le public, alors qu'en vrai, c'est un rôle à part entière. Et justement, en lien avec cet a priori, donc c'est un peu pour creuser, on a eu la question de c'est quoi votre journée type? J'en ai type du début jusqu'à donc la fin de la journée. Donc moi j'arrive, pas forcément très tôt. J'arrive vers entre 9h30 et 10h le matin. Mais typiquement je regarde mes mails classiques quand je pense comme tout le monde. Parfois je fais des tours dans la biblio sur des sujets sur lesquels j'ai réfléchi pendant la nuit. J'y pense quand même encore la nuit. Un super équilibre vie pro vie perso, ça. Ouais, c'est sûr. Parfait. Non, et après, je fonce direct au labo. Là, en ce moment, je suis dans la période où vraiment je dois faire beaucoup de manips pour avoir beaucoup de résultats et après pouvoir discriminer du coup ce que je vais utiliser après pendant mes 2 années de thèse. Donc ouais, beaucoup de labo et puis après, oui, c'est ça. Donc, je fais mes manips d'extraction et après j'ai toute la partie aussi analyse, donc ça prend pas mal de temps. Donc du labo. Voilà ma journée type. Non, je pense que pour beaucoup de gens en expérimental, c'est souvent ça. C'est allier un mix de se tenir au courant, de faire de la veille avec les articles qui sortent et de suivre un peu les tendances. Et ensuite avancer son projet et discuter avec des gens pour essayer de voir si on peut pas essayer d'avoir des informations en plus ou avoir des points de vue sur ce qu'on fait et pas mal réfléchir à nos sujets aussi. On va poser la question de l'auditeur qui avait posé est-ce que vous en avez des résultats au bout de votre première année? Et ça veut dire quoi en fait des résultats? C'est un sujet qui fâche ça. Oui, et à la fois je pense que ça devrait pas fâcher parce que pour la plupart des gens avoir des résultats c'est avoir un résultat positif et même pour la plupart des chercheurs ce qui est un peu un problème c'est que nous notre travail c'est d'essayer de comprendre des phénomènes physiques, chimiques, d'essayer d'aboutir à quelque chose, mais forcément sur toutes les routes qu'on exploite et sur lesquelles on se promène, des fois on va tomber sur des impasses et savoir qu'à un endroit il y a une impasse, avoir un résultat négatif c'est déjà un résultat en soi et c'est pas du tout valorisé notamment dans la publication scientifique. Quand on trouve un résultat négatif on peut pas le publier parce que ça c'est pas assez pour faire un papier et donc se faire reconnaître internationalement. Donc c'est un problème et je pense que le résultat négatif est pas assez mis en valeur. Ouais, ça j'allais le dire parce que si on avait toutes les publications et surtout celles où on voit les résultats négatifs, ça irait beaucoup plus vite la recherche, ça c'est sûr. Parce que là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'impasses. Moi pour ma part, pour les résultats, pour l'instant j'ai pas de résultats sur la première année. Quand je dis pas de résultats, c'est pas de résultats très positifs quoi. Mais en soi, j'ai quand même balayé quand même pas mal de choses, donc en soi j'ai plein de résultats mais négatifs. Ce qui sont des résultats. Donc c'est déjà des résultats. Il y avait une autre partie dans la question. En fait, on revenait là du coup sur certaines affirmations et justement j'en ai une, la dernière qui vous avait fait aussi un petit peu réagir. Donc du coup la thèse c'est quelque chose pour les privilégiés ou les surdoués. En fait ça revient beaucoup. Donc du coup est-ce que vous saviez dès le départ que vous alliez faire justement une thèse et est-ce que pour vous on est quelque part prédestiné à en faire une ou pas? Je savais pas du tout que je voulais faire une thèse au début. Je savais pas que je voulais faire une école d'ingé au début non plus. En fait tout s'est fait par opportunité quoi. Donc c'est vraiment à la fin de l'école d'ingénieur, quand j'ai fait mon stage de recherche dans le privé, que j'ai su que j'allais faire une thèse parce que je voulais continuer de faire de la recherche dans le privé.
Et est-ce qu'on est prédestiné à le faire? J'ai parlé récemment avec une professeure que j'avais avant mon école d'ingénieur, donc en DUT. Et elle m'avait dit qu'elle était sûre que j'allais faire une thèse. Alors je sais pas comment elle peut savoir ça, mais en tout cas moi je savais pas que j'étais... Enfin je me sentais pas non plus vraiment capable. Je me considérais pas comme surdoué. Donc non, je pense pas qu'on est prédestiné à faire une thèse. Mais c'est vrai qu'il faut le sentir, quoi. Si on le sent pas, vaut mieux pas se lancer trop dedans, je pense. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord. Moi déjà c'est bien, on n'a pas le même historique. Enfin, moi du fait d'un background familial de chercheur, je savais, je pense au lycée, que je voulais faire une thèse parce que mes parents étaient un peu là-dedans et j'aimais bien ça. Donc ouais, moi je savais depuis assez longtemps que je voulais en faire une. Et le côté privilégié, enfin le côté surdoué, je pense que vraiment pas. En fait, tant qu'on aime bien ce qu'on fait, pas besoin d'être super intelligent pour faire ça. Il faut juste aimer ce qu'on fait et s'investir, et puis il n'y a aucun souci, quoi. Alors évidemment, il y a des domaines qui sont beaucoup plus durs que d'autres, mais une fois si on a un background, si on a fait un master et qu'on a suivi en cours, il n'y a jamais trop de soucis. Et puis les chercheurs sont là aussi pour accompagner souvent et pour aider. C'est aussi leur rôle. Donc je pense que c'est vraiment pas quelque chose pour les... Ouais. Pour les je vais rebondir sur ce que tu as dit, mais c'est vrai que au final l'école d'ingé nous a permis d'avoir quand même un background assez large, surtout dans le domaine dans lequel on est, donc la chimie ici. Et en soi, je pense que j'aurais pas pu le faire, mais en soi j'aurais pu faire la thèse d'Arnaud comme il aurait pu faire la mienne, quoi. Et après c'est quand même un peu plus... Oui, non mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on est quand même formé à être des chimistes généralistes, donc... Et à connaître beaucoup de domaines et à pouvoir surtout s'intéresser. C'est ça, surtout s'intéresser, et en fait on nous a surtout appris à apprendre, quoi. Et là, pendant la thèse, on apprend à chercher surtout. Et c'est vraiment, faut voir ça vraiment comme une suite d'une formation, en fait. C'est vraiment une formation à devenir un petit chercheur. Justement, pour rebondir sur ça, on a une question plutôt axée du coup sur le développement de compétences. Ouais. Est-ce que du coup, selon vous, est-ce que la thèse prépare à occuper un poste en recherche industrielle? Dans le cadre de ma thèse, moi je sais que elle est très appliquée industrielle. Je dois développer un procédé d'extraction de liquide, donc c'est très lié quand même à industriel après, donc je pense que ça dépend des thèses, mais oui, on a quand même, on doit suivre des formations pendant la thèse. Ça c'est pour tous les étudiants. Donc après ça dépend des formations qu'on suit, mais c'est vrai que pour moi oui, ça forme totalement au poste privé, quoi. Dans le privé. Je sais pas si t'es d'accord, mais après ça dépend de la thèse, mais en tout cas ils nous forment à avoir tous presque les mêmes compétences, quoi, pour après accéder à des postes de recherche dans le privé. Ouais, non, je sais pas si t'es d'accord. Ouais, et puis en fait ton sujet il est tellement précis que dans certains cas tu vas continuer à travailler là-dessus dans une entreprise, mais dans 95% des cas c'est un truc tellement précis que personne fait exactement ça, donc il va falloir plutôt retenir comment tu as résolu tes problèmes pendant ta thèse pour les appliquer à un monde de l'entreprise où il y a d'autres challenges et des challenges scientifiques. Et c'est plutôt cette montée en compétences là que tu gardes quand tu passes dans le domaine privé. Moi, quand j'avais parlé à un manager pendant mon stage de recherche du coup dans le privé, c'est vrai qu'il m'avait dit que lui, quand il recrutait des docteurs, il regardait le sujet, mais souvent le sujet n'avait rien à voir avec les recherches qu'il faisait dans le privé, donc il recherchait surtout quelqu'un qui avait vraiment bossé, quoi. Et qui avait, par exemple, créé une manip ou des choses comme ça. Donc moi, pour moi, la réponse est oui, quoi. Je trouve ça hyper intéressant puisque tu abordes la création de setup expérimental, parce que je sais souvent qu'il y a des étudiants qui évitent ce type de thèse, développer de procédés ou développer de setup en se disant qu'ils vont pas avoir assez de résultats, parce que ça prend du temps de développer la manip et ensuite d'avoir les résultats. Alors qu'au fond, ça va créer plein de compétences qui, au contraire, sont très valorisables après, même en soi dans le public. Et peut-être un a priori qui n'a pas été trop abordé, ou peut-être de manière cachée avec vous êtes toujours coincé dans votre laboratoire, c'est est-ce que vous arrivez à avoir justement un équilibre vie personnelle, vie professionnelle? Ce que je pense, c'est surtout ça, en fait, l'image du public. Peut-être que nos auditeurs et auditrices étaient gênés de l'écrire tel quel, mais on va avoir l'image du jeune diplômé ou de la jeune diplômée coincée dans son labo, qui n'a pas le temps d'aller voir ses potes et tout ça. Et c'est quoi, vous, votre regard sur ça? Moi, je dirais que faire une thèse de doctorat, ça prend quand même du temps. Ça prend beaucoup de temps perso, plus
qu'un travail peut-être plus classique parce que on est un peu le projet aussi quelque part et le projet il dépend surtout de notre investissement. À savoir que 3 ans ou 4 ans de thèse, ça débouche pas forcément sur un diplôme. Il n'y a pas d'obligation de diplôme, c'est des études et à la fin, si jamais le travail fourni a été suffisant, eh bien, on peut donner un grade de diplôme. Donc toutes les thèses finissent pas bien entre guillemets. Mais je pense que ça dépend beaucoup des laboratoires et de l'encadrement. La plupart, certains laboratoires sont un peu limite en termes de comportement humain, on va dire, et ils priorisent plutôt la science à la santé mentale de leurs doctorants. Mais je pense que de moins en moins, il y a une sorte de... Enfin, il y a la prise en compte de la santé mentale se fait de plus en plus dans tous les domaines. Et donc je pense que la recherche publique, ça fait, même si c'est un peu en retard, ça fait aussi partie de cette révolution-là. Donc je pense que c'est de plus en plus facile, en tout cas, d'avoir une vie privée à côté. Moi, je suis d'accord avec lui. Juste, c'est à nous de mettre la limite là où on veut que Oui. Enfin, je sais que moi j'ai le temps de faire plein de trucs à côté de la thèse. C'est pour ça que t'as pas de résultat. Mais à la fois, je sais que moi j'ai envie de... Enfin, je sais que je peux faire plus et que je pourrais m'impliquer plus et je vais m'impliquer plus. Juste, voilà, il y a plein de facteurs auxquels on pense pas trop. Bah, par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de temps de transport pour y aller. Ça, faut aussi le prendre en compte, quoi. Donc après, ouais, je pense que c'est beaucoup de travail à fournir. Mais aussi ça... Enfin, c'est pas tout le long des 3 ans, il y a beaucoup de travail à fournir, surtout vers le milieu fin, mais au début, il faut quand même rentrer dans le sujet, comprendre le sujet, donc au début, on a un peu plus de temps. Mais là, ça commence à devenir... vers la fin de la première année, on rentre dans le sujet, quoi, on est dedans, là, je pense. Ouais, souvent, le cliché, c'est la première année, on découvre son sujet, la deuxième année, on commence à connaître ce qu'on fait, donc on bosse beaucoup, et en troisième année, on se rend compte qu'on n'a pas du tout assez travaillé, et donc on travaille beaucoup, et après, on doit écrire, donc souvent, ça se passe un peu comme ça. Mais ça se passe un peu comme ça. Moi, je crois qu'on est en train de tuer le schéma. Mais oui, c'est pas... désolé, encore un autre truc, mais je suis d'accord, en fait, on a choisi le sujet, par rapport à ce qu'a dit Lou, mais on choisit le sujet, donc moi, ça me dérange pas de passer vraiment beaucoup de temps sur le sujet, quoi. Je pourrais à la limite pas dormir. Il faut dormir. Non, mais ça me passionne vraiment. Le sujet que je choisis me passionne vraiment. D'où l'importance de bien choisir aussi. Exactement, ouais. Je pense qu'un sujet... Pardon, j'aurais pris le sujet d'Arnaud, je sais pas si ça m'aurait passionné autant. Non, si jamais vous avez 2 minutes, on peut en parler de comment choisir un sujet de thèse, parce que je pense que c'est assez intéressant. Carrément. Ouais, carrément. Et il y a des choses qu'on n'envisage pas trop. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un peu 3 parties quand on choisit un sujet de thèse. Alors, il y a le sujet, ce qu'on va faire scientifiquement au labo pendant 3 ans ou 4. Qu'est-ce qu'on va faire comme manip, c'est quel domaine, etc. Oui. Il y a l'environnement de travail, c'est-à-dire où est-ce que c'est en termes de géographie, est-ce que c'est compliqué pour y aller, est-ce qu'il y a une cantine, est-ce que les gens sont sympas au travail, etc. Un peu tout l'environnement de travail. Et il y a l'environnement de travail plus proche, l'encadrement, donc les directeurs qui vont diriger les travaux de recherche, donc les gens à qui on va rendre des comptes, entre guillemets, et qui vont nous aider scientifiquement. Et donc ces 3 critères-là, pour moi, ça représente un peu un tiers en termes d'importance de choix du sujet, un tiers chacun. Parce que je pense qu'il faut vraiment évaluer ça au moment où on choisit son sujet de thèse, parce que en fait, les encadrants, c'est presque aussi important que ce qu'on fait tous les jours. Oui. Ouais. C'est un peu comme un mariage de 3 ans. Hein. Ouais. Moi, je crois que mon encadrant me disait que c'est pire qu'un mariage. Même. C'est encore plus... c'est encore plus engageant qu'un mariage, quoi. Mais ouais, moi, je suis totalement d'accord avec Arnaud. C'est vrai que c'est hyper important de... Tu vois, l'emplacement, j'avais pas trop pris ça en compte dans la trinité du choix de thèse, mais ouais, c'est vachement important aussi. Et bien poser, pas avoir peur justement de poser les questions et d'aller rencontrer aussi. Ouais, j'ai entendu des amis qui avaient pris un sujet de thèse sans avoir rencontré les personnes avec qui elles allaient travailler ou ils allaient travailler pendant 3 ans. Et juste même d'aller leur poser la question de est-ce que... je sais pas, dans le cas d'une CIF par exemple, est-ce que je pourrais quand même publier des résultats, en présenter, aller en conférence? Parce que c'est des choses auxquelles on n'est pas forcément super confronté la première année, parce qu'on prend en compte notre sujet, mais à terme, ça peut aussi... la possibilité d'ouvrir le sujet, de communiquer dessus, je trouve aussi, mais c'est un peu lié à l'encadrement aussi, parce que ça va être très dépendant des personnes avec qui on travaille. Moi, je trouve ça vachement important aussi de... moi, ça s'est présent... Ils m'ont presque imposé de venir et de visiter le labo et de surtout parler à d'autres doctorants avant de m'engager dans la thèse. Si bien au moins t'es pas dans l'inconnu. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas sûr que la plupart des encadrants le fassent de même, donc faut pas hésiter
À demander. à demander si c'est possible de visiter le labo et d'avoir des contacts pour d'autres doctorants. Et la question à laquelle tout le monde s'attend, quel est votre salaire? Alors, j'ai différentes missions. Enfin, j'ai ma mission de doctorant et je fais du cumul d'activités en faisant professeur du coup. Professeur. J'encadre des travaux pratiques dans un bachelor. Mais du coup, ça me fait un complément d'activité, mais du coup, c'est pas tous les mois. Mais du coup, sans compter ce cumul d'activités, je suis à 1700 net. Ok. Et en comptant, ça peut me faire entre 3 et 400 euros de plus. Mais ça m'occupe quand même pas mal de temps. Hein. Ça me prend 15 heures dans le mois. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Parce que du coup, je passe moins de temps aussi à faire mes recherches. Donc, total forfait. Les doctorants qui sont payés par l'État ou par des financements proches de l'État comme la BPI, c'est 1700 euros net par mois. Donc, tout le monde est payé ça. Et en général, le forfait cours, quand on accepte de donner des cours en plus, comme Antoine, on est payé 200 euros en moyenne par mois en plus, sur toute l'année. Donc ça fait à peu près, pour la plupart des doctorants, 1900 euros net par mois. Oui. Et ensuite, ce qui peut changer, donc il y a des institutions particulières comme le CEA, qui payent leurs doctorants un peu plus. Ils sont à 2000 euros net, mais sans cours, sans donner de cours. Donc ils ont plus de temps pour la recherche et ils sont un petit peu plus payés. Et le troisième cas, c'est les thèses CIFRE, où là, c'est complètement libre. Il n'y a pas de prix, minimum ou maximal. C'est l'entreprise qui décide à 100% de combien est-ce qu'ils veulent vous payer. Et donc moi, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à 2200 euros net par mois à peu près. En sachant qu'en général, c'est souvent c'est plus élevé. C'est entre 2000 et 3000 euros net les thèses CIFRE. Parce que c'est les entreprises donc, qui ont plus de financement, il y a des aides de l'État. Pour faire une thèse CIFRE, l'entreprise reçoit 15 000 euros d'aide par an de l'État. Voilà. Donc ça aide aussi à payer un peu plus ses doctorants. Et aussi à financer, c'est vrai que là, comme on parle de salaire, il y a aussi un enjeu sur le financement, par exemple, des écoles d'été, des écoles d'hiver pour prendre des cours. Parce que quand on a un financement, par exemple, que école doctorale ou que public, enfin, pas trop dans le cas des ANR ou des ERC, où là, il va y avoir toujours avoir un budget qui peut être prévu. Mais par exemple, dans le cas des écoles doctorales, c'est que le salaire du doctorant. Donc, il n'y a pas forcément, en fonction de l'aisance financière du laboratoire, ça peut être plus ou moins compliqué. Oui. Après, nous, on est à Paris en sciences dures, donc tous les trois, on n'a pas trop de laboratoires qui ont des difficultés financières, je pense. Mais quand on va dans d'autres régions ou dans d'autres disciplines où il y a moins de financement, là, ça devient des questions vraiment délicates. On fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour l'amour de la recherche. Ce sera la citation du podcast. Mais je trouve que c'est hyper intéressant que tu dises on est dans les sciences dures, de le rappeler, parce que c'est vrai que en thèse, en sciences, il y a beaucoup de chances aujourd'hui que ce soit financé, parce qu'il y a des thèses de lettres qui sont pas financées et les gens travaillent à côté. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une qualité de vie qu'ont les scientifiques, qu'ont les bébés scientifiques en devenir. Merci pour avoir réagi à tous ces a priori. Pour conclure, si vous deviez choisir les 3 plus belles réussites de votre première année de thèse, ce serait quoi? Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Les 3 plus belles réussites, c'est pas facile, hein. Il en faut 3 quand même. Moi, je dirais d'abord, c'est de rentrer dans un environnement de recherche de manière un peu plus pérenne. C'est-à-dire qu'on rencontre vraiment beaucoup de gens dans le laboratoire et en dehors. Et c'est des gens qui ont une qualité de réflexion qui est parfois vraiment surprenante. Enfin, c'est vraiment des gens... je travaille avec des gens qui sont intelligents tous les jours. Et moi, je sais que les gens avec qui je travaille, je me sens toujours porté par le haut par eux. Et c'est une sensation vraiment étonnante et assez agréable. Et aussi humainement, c'est des gens qui aiment bien la science, mais c'est pas que des laborantins ou c'est pas que des chercheurs, quoi. C'est aussi des êtres humains qui ont parfois une vision assez différente des gens qui travaillent dans les entreprises ou dans le privé. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec eux et d'apprendre là-bas. Donc beaucoup de rencontres. Et aussi le côté apprentissage, parce que même si ce qu'on fait, ça ressemble vraiment globalement à un CDD de sciences, quoi. En fait, on apprend quand même beaucoup de choses, on donne des cours, donc on apprend auprès des étudiants, on apprend sur notre sujet, on apprend sur des disciplines scientifiques en général. Donc ça, je trouve ça vraiment agréable d'apprendre. C'est une belle réussite, je trouve, d'apprendre tous les jours en allant au travail, quoi, et d'être payé pour ça. Et troisième réussite, je sais pas, c'est de me dire que ça me fait plaisir de faire ce que je fais. C'est un environnement agréable et on trouve des belles choses. Des fois, on a des jolies images, on a des jolis objets qu'on fabrique par ses petites mains. Donc franchement, c'est agréable aussi.
Voilà. Et ce qu'on peut me souhaiter, que ça continue et que ça marche un petit peu. Un petit peu. Un tout petit peu. Il a très bien résumé. Je pense que j'aurais dit à peu près la même chose, mais ouais, c'est vrai que quand on arrive dans un nouveau labo, il y a un tas de nouvelles personnes qui réfléchissent aussi pas forcément comme nous. Il faut vraiment s'adapter à ce nouvel environnement, pardon. Et c'est vrai que c'est très... ça bouge beaucoup un labo en fait. Il y a pas mal de stagiaires qui arrivent, qui repartent, des nouveaux doctorants à chaque fois. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Donc les 3 plus belles choses cette année, je dirais pas mal de choses. D'avoir compris mon sujet totalement, ça c'est bien. Première étape. Aussi de donner des cours, je me sentais pas forcément capable d'encadrer des jeunes, quoi, parce qu'ils sont vraiment jeunes. Ils sortent tout juste du bac, donc c'est quand même c'est encore un peu volatile, quoi. Ils font beaucoup de bêtises, surtout en chimie. Faut les surveiller pour pas. Les pissettes d'eau distillée, faut pas qu'ils mélangent les bases et les acides, c'est un peu dangereux. Non, il y a plein de choses comme ça, donc donc ça je suis assez fier. Et j'ai pas de 3e qui me viennent en tête maintenant, mais au prochain podcast. Au prochain podcast peut-être. Et pour la suite, que ça marche quand même. ça serait plutôt cool. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, Antoine, par rapport au fait que justement, ce que tu désires, c'est que ça fonctionne pour un peu faire la transition vers le prochain podcast où vous serez en 2e année. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est le Publish or Perish. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est ? En sciences, en général, dans les laboratoires de recherche publique, pour avoir de la visibilité et pour avoir de l'argent, il faut montrer qu'on fait de la belle recherche. Et pour ça passe par le biais d'articles qu'on soumet auprès de revues scientifiques. Donc quand on a fait assez de recherches sur un thème, on va écrire un papier d'une 10aine de pages avec des jolis graphes, des jolies figures, des jolies images pour expliquer notre démarche expérimentale et les résultats qu'on a trouvés. Et donc en fonction de la pertinence et de l'impact de nos résultats, on va le publier dans une plus ou moins grande revue. Et donc cette revue va nous rapporter de la réputation, entre guillemets. Et donc de plus en plus, les financements se font que par le score entre guillemets de recherche et de qualité de recherche. Donc il y a des laboratoires qui poussent à la recherche et qui mettent parfois la pression ou qui vont sortir des papiers qui sont un peu incomplets, où il manque certains pans de la recherche qu'on n'a pas eu le temps ou pas voulu faire par manque de moyens. Et donc beaucoup de laboratoires sont poussés aujourd'hui à la publication. Je sais pas si c'est comme ça chez toi, ou si t'as entendu parler de... Moi je sais que je suis pas trop... même pour pouvoir aussi graduer, je sais pas comment on dit, plus... pouvoir avoir le titre de docteur, il faut aussi... je sais qu'il y a certaines écoles doctorales qui demandent aussi des publications. Moi, je sais que je suis pas trop amené à la publication. Mon encadrant m'a quand même dit ça serait bien quand même de publier, mais mon école doctorale, je suis pas obligé de publier pour devenir docteur. Moi, je trouve ça un peu dommage quand même. Mais c'est vrai que moi, en tout cas dans mon labo, j'ai pas senti trop la pression de publier absolument. Et aussi, ça dépend aussi de la poursuite qu'on veut faire, si on veut continuer ou pas dans le public. Si on veut continuer dans le public, c'est vrai que il faut avoir quand même pas mal de publications pour être, comme l'a dit Arnaud, pour être reconnu dans le domaine. Mais dans le cas du privé, moi je sais que je serais pas trop amené à publier parce que, au moins une publication quoi. Mais pour le privé, c'est pas nécessaire forcément. Mais je sais pas aussi si tu as trop entendu parler. Mais moi dans mon labo, il parle aussi pas mal de publications dans les revues prédatrices. Je sais pas si tu as entendu parler, des trucs comme ça. T'en as bien entendu parler parce que moi j'en ai parlé pas mal avec des collègues de ça. Tu sais comment ça marche Non justement, je voulais... Mais ouais, en fait il y a pas mal de revues qui se développent, qui vont aller contacter les chercheurs directement pour leur demander de écrire un papier ou de relire un truc sur un sujet dans lequel ils sont pas forcément experts, et pour publier un peu des revues qui sont bâclées juste pour faire augmenter le score de la revue. Et donc ça fausse complètement les données de publication des chercheurs, et ça fausse complètement la qualité qu'on pourrait mettre sur un papier. Comment ça marche ? Quand on veut envoyer un papier, on envoie un article à une revue, et il y a d'autres scientifiques qui sont payés pour la relire et la corriger. Et dans ce genre de revue prédatrice, comme on dit, les revues en général elles sont bâclées, elles sont mal ou peu rigoureusement faites. Et donc ça incite à la surpublication, et c'est quelque chose de très très néfaste
Et je sais que moi, dans mon labo, ils discutaient justement des noms de journaux qui étaient prédateurs ou pas. Et il y en a qui sont discutés, donc on ne sait pas trop dans quel domaine ils se situent. Donc c'est assez flou, c'est vrai, que ce genre de truc. Surtout que le publish ou perish, ça pousse aussi des chercheurs à fabriquer des données, à les embellir. Ouais, ça c'est un autre sujet. Ouais, à bafouer l'intégrité scientifique. Ouais. Et... Justement, on est obligé de suivre des formations à ce sujet-là, sur l'éthique. Enfin, moi, en tout cas, ça fait partie de mes formations obligatoires. Tout le monde, tout le monde, je crois que c'est obligatoire. Ouais. Mais c'est hyper intéressant comme sujet. Et je me doute, je pensais pas qu'on pouvait faire ce genre de choses, mais j'imaginais pas aussi derrière qu'il y avait toute cette pression de publication et tout. C'est super intéressant de terminer sur ce point parce que ça ouvre plein de nouvelles possibilités. Vous avez aussi des associations comme par exemple, ou des initiatives comme Papier Mâché qui visent à sensibiliser au public à partir d'articles scientifiques qu'on adorerait recevoir qu'on a rencontré il y a 2 jours. Qu'on a rencontré il y a 2 jours. Merci infiniment Antoine et Arnaud pour ce premier podcast sur la première année. L'idée c'est de se donner rendez-vous un peu plus tard au cours de votre 2e année pour avoir la suite. C'est ça, et de voir un petit peu l'évolution. Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour votre 2e année. Merci à vous. Beaucoup. Puis le meilleur aussi à vous pour ces futures années. On se reverra très vite. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode d'Erreur 404. On espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile ou d'inspirant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et en partageant autour de vous. Pour prolonger la discussion, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, TikTok ou LinkedIn sous le nom Erreur 404 Podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et curieuses et souvenez-vous, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. À bientôt sur Erreur 404.